Hello, hello! Bonjour Tévi, Bonjour, comment ça va? ça va bien, merci et toi? Eh bien, ça va super, merci beaucoup. Je vais te demander de te présenter. C'est ma première question. Très bien, je m'appelle Tatiana, j'ai 29 ans, enfin, j'ai 30 ans dans 2 jours, donc je ne sais pas Ouh, quel âge je dis. Et du coup, j'ai créé le blog Déculotté euh, il y a maintenant 5 ans, en 2014, qui donc, est un site qui traite de sexualité féminine yes. et plus globalement de sexualité en fait. J'appelle ça la sexualité positive, c'est-à-dire qu'on va aborder les sujets de sexualité toujours sur un angle positif pour essayer de décomplexer euh, en premier les femmes, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est décomplexer en fait tout le monde et c'est de faire comprendre à chacun et chacune que la sexualité, c'est pas un sujet grave, c'est pas forcément un sujet lourd et que ça peut être quelque chose de ludique et qui est important aussi pour le bien-être de chacun et de chacune. Complètement, ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu as créé ce blog? Parce qu'il y avait un espèce de mal-être et de culpabilité autour de ce sujet-là et que tu avais envie de faire quelque chose sur le sujet ou c'est peut-être complètement autre chose? Non, tout à fait, c'est bien ça. En fait, l'idée m'est venue parce que personnellement, depuis, on va dire, les débuts de ma sexualité, plus ou moins, on va dire, la vraie sexualité avec quelqu'un, donc à l'adolescence, et Oui. avant même que j'aille jusqu'à avoir ma première relation sexuelle, j'ai toujours été hyper à l'aise en fait avec ça. Donc j'en parlais librement, j'ai toujours assez blagué dessus de manière assez honnête. Et c'est vrai que je voyais que j'avais les autres filles réagissaient pas forcément de la même manière, que c'était toujours c'est parfois un peu choquant pour certaines personnes, que ça m'arrivait de faire flipper des mecs aussi. Enfin voilà. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est si bizarre qu'une nana assume d'avoir des désirs en fait, sexuels, elle les dise à haute voix, alors que je voyais tous mes potes mecs, ça gênait personne qu'ils le fassent. Mais Mm. moi, j'avais toujours un peu cette réputation d'être un peu à part quelque part. Et donc, je me suis dit, je pense que je ne suis pas la seule. Donc, je vais essayer de créer un site pour donner ma vision des choses. Et peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Je ne pensais vraiment pas que ça parlerait autant. Je me disais, il va tomber dans les méandres de l'oubli, mais au moins, j'aurais mis ce que j'avais sur le cœur. Et voilà, et en fait, je me suis rendu compte, effectivement, il y avait plein d'autres nanas qui pensaient pareil. Ou si ce n'était pas le cas, il y avait des personnes qui avaient des blocages et qui étaient en fait contentes de voir cette parole émerger. Et en fait, j'ai été aussi étonnée de voir qu'il y avait beaucoup de mecs qui, du coup, m'envoyaient des messages pour me poser des questions et me disaient c'est super intéressant, ça fait plaisir de voir que en fait, il y a aussi des nanas qui aiment le sexe parce que moi, j'ai souvent l'impression qu'elles n'aiment pas ça et que du coup, je suis un gros pervers. Ou Ouais. qui, du coup, je savais pas que un cunilingus, c'était, je sais pas, par exemple, ça donnait autant de plaisir à une femme, si on s'y prenait mieux, etc. Enfin, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait autant des questionnements chez les hommes que chez les femmes. Ouais, complètement, ouais. Et d'ailleurs, la culpabilité doit pas venir que d'un seul côté finalement, puisque bah, les hommes essayent peut-être un peu plus de libérer la sexualité des femmes justement pour que cette sexualité elle soit bien et égale des deux côtés. Et au final, il y a des blocages. Donc les blocages ne viennent pas que d'un côté finalement. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension d'un côté et de l'autre. Au-delà de blocage, je pense on est tous et toutes un peu victimes et de conditions. C'est-à-dire que imagine, quand on grandit, quand on est petit, on va souvent avoir l'impression que voilà, une fille doit plutôt être comme ça, un garçon plutôt comme ça, et tout le monde rentre un peu dedans, et ça se retranscrit ensuite dans la sexualité. C'est-à-dire qu'on va plus souvent dire aux petites filles, par exemple, de rester bien sages, d'être propre sur elles, attention à tes couettes, etc. Un Mhm. garçon, on va plus lui tolérer d'aller courir partout, de se faire mal, de se salir. Et en fait, toutes ces actions, en fait, ces comportements qu'on intègre depuis l'enfance, en fait, se retranscrivent ensuite dans notre sexualité. Donc, on va avoir des filles qui vont avoir plus de mal,
parfois à se libérer, à oser prendre l'espace. Déjà, elles ne prennent pas l'espace forcément dans la cour d'école. On ne prend pas forcément l'espace dans la rue parce que voilà, des craintes de se faire agresser, de se faire harceler, etc. Et de l'autre part, on a les mecs qui prennent tout l'espace. Donc, dans la sexualité, pareil, ils vont un peu comme des bourrins, quoi. Après, voilà, c'est des généralités. Hein. Bien sûr, ce n'est pas tous les hommes, toutes les femmes. Mais c'est ce dont je me suis rendu compte avec les années. Et on va dire même dans la culture populaire, si tu regardes un peu les films, moi je me suis en tout cas, quand moi j'avais genre 12-15 ans, il y avait des films comme American Pie, qui mettaient en fait la sexualité avec beaucoup d'humour chez les Américains, les adolescents un peu des bêtes. Et en fait, ce genre de représentation du mec, par exemple, qui se masturbe frénétiquement devant des nanas parce qu'elle a des gros seins, de la nana qui est un peu plus coincée, à force de voir des images comme ça, on finit par croire que c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, on se retrouve avec des grosses incompréhensions parce qu'en fait, les femmes ont autant de désirs sexuels que les hommes, sauf qu'elles se retrouvent avec des injonctions paradoxales. J'ai du désir, mais toute la société me dit que je ne devrais pas trop le montrer. Les mecs, moi, j'ai le désir violent et les filles ne sont pas censées en avoir. Donc, en fait, ça crée bien comme ça où les mecs ont besoin d'être des chasseurs, d'attraper des proies qui ne sont pas censées aimer le sexe. Les filles, du coup, se réfrènent, mais en fait, ça altère le plaisir sexuel de tout le monde. Bien Parce sûr, qu'on ouais. est censé être deux, on est censé jouer à deux la sexualité et on se retrouve avec des biais. Et c'est ça, en fait, que j'essaie comme je peux de débloquer, de dédramatiser et déculpabiliser les gens en disant, Mhm. bah, voilà, t'es pas obligé d'être le mec chasseur si ça te plaît pas. Et si ta copine ou si une nana aime le sexe en face et te le dit et qu'elle est même plus assumée que toi, c'est pas grave. T'as pas besoin de flipper et c'est pas pour autant que tu dois mal la considérer. Mmh. Complètement, ouais. Parce qu'en fait, en plus d'avoir toutes ces injonctions sociétales, quand on veut sortir de cette injonction de une fille ne doit pas aimer le sexe, une fille doit rester sage, une fille, ça doit être voilà, bien propre, bien lisse, à partir du moment où donne une autre image, le fait que bah, les femmes, elles aussi ont des besoins, elles aussi ont des désirs, et ben finalement, il y a une espèce de rejet de la part des hommes. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Euh, Disons que, en tout cas, c'est là, je vais faire part plutôt d'expérience personnelle. C'est Mhm. vrai que j'ai pu déjà remarquer par le passé, même le présent, que effectivement, si tu peux te retrouver face à un mec qui est là, il est hyper, on va dire, dans l'acception virile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème à un peu te brancher, te draguer, tout ça. Je vais faire le coq. Et Ouais. puis, si en fait tu retournes un peu la balance et que c'est toi qui dis clairement, tu fais comprendre, bon, écoute, c'est bien ce petit jeu, allons-y clairement, c'est quoi, allons baiser, ça ira mieux. En fait, tu peux, te, tu peux te retrouver avec le cas de figure du mec qui panique et qui va un peu, du coup, se mettre un peu en retrait et dire, OK, non, en fait, ça va aller. Moi, en tout cas, je me souviens même rien qu'au collège, sans même parler de sexualité, être au courant que tel mec veut sortir avec toi. Je laisse passer quelques jours, je réfléchis, je me dis, bon, je sais pas, peut-être. Et puis, je laisse un peu le truc se faire. Puis, au bout d'un moment, je dis, bah, OK, ouais, en fait, je veux bien. Et puis, en fait, dès lors que c'était assumé que c'était OK pour moi et que je le faisais comprendre clairement, finalement, on me disait, ah, mais en fait, finalement, je veux plus sortir avec toi. Ah, d'accord. Donc, j'ai déjà clairement ça, ou même au lycée, un mec qui tourne autour, et puis il vient pas te parler, rien et tout. Et puis, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, OK, je vais y aller. Et donc, moi, j'initie la conversation, et puis d'un seul coup, le jeu s'inverse complètement. Ça devient lui qui devient l'espèce de proie, mais la proie fuyante, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu fais super peur. Et je pourrais avoir plein d'exemples comme ça parce que moi, j'aime bien provoquer, quoi. Si un mec, je sens qu'il y a un intérêt, bah, je veux être sûre, en fait. J'ai pas envie d'attendre 1000 ans, de faire la nana qui a peur et tout. Je veux savoir ce qu'il en est et puis on y va. Et en fait, très souvent, ça déconcerte. Et ça arrive que ça ne déconcerte pas, mais c'est vrai que très souvent, ça déconcerte. Et je pense que c'est aussi parce que en fait, les mecs sont quelque part victimes
de la sensation que si c'est pas eux qui dominent la situation de séduction, c'est comme si ça les castrait en fait. Complètement, ouais. Puis on voit cette représentation-là dans les médias et surtout dans la filmographie où la femme, ça doit être la femme qui fuit les relations et au final elle dit non, mais en fait ça dit oui. Ça, C'est c'est ça, pire que tout. C'est pire que tout dans la société parce que quel message est-ce que ça renvoie aux hommes? Quand on dit non, ça veut dire oui. c'est ça. Le consentement est plus du tout respecté et ça donne des situations absolument affreuses. Et du coup, quand on dit oui, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est ça qui est Ouais, incroyable. exactement. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on dit oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis surtout, il y a, pour ajouter à ton propos, il faut jamais dire oui trop tôt. Mais pourquoi en fait? C'est-à-dire que si on cherche chacun une relation consentie, que le mec te fait comprendre il a envie de toi et que toi aussi en fait tu as envie, pourquoi est-ce que tu devrais jouer le doute, la timorée? Enfin, ça n'a absolument aucun sens et ça me fait penser, j'avais adoré ce passage. J'avais lu le livre de Camille Emmanuel qui s'appelle Sex Powerment Mhm. et elle fait part en fait dedans d'un souvenir avec un ex. Et il s'avère que voilà, le premier soir, j'espère que je me et elle le fait pas juste parce que ça tombe le jour de ses règles et qu'elle se sent pas de le faire, elle est pas bien, voilà. Donc Mhm. elle le fait pas monter chez elle. Et il s'avère qu'ensuite ils vont avoir une histoire, si je me trompe pas, de 2 ans. Et elle apprend ensuite que, enfin, le mec lui dit à un moment donné dans leur relation qu'il savait que c'était une nana bien pour lui parce qu'elle n'avait pas couché avec lui le premier soir. Et en fait, elle dit c'est incroyable parce qu'en gros, si ce soir-là, j'avais pas eu mes règles et que je m'étais sentie mieux, je l'aurais fait monter et potentiellement cette histoire n'aurait jamais eu lieu parce qu'il m'aurait méprisée et aurait considéré que j'étais pas une nana avec qui sortir. C'est incroyable. C'est juste dingue. Du coup, on doit réfréner nos désirs jusque-là. Même quand on a envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un avec qui on se sent bien, dès le premier rendez-vous, on ne peut pas parce qu'il y a cette injonction de la société qui dit non, une fille bien ne couche pas le premier soir, quoi. C'est ça. Alors que le mec a envie en fait Mm. que tu couches avec lui, mais du coup sa vision de toi va changer automatiquement. Et ça, je trouve ça assez gravissime. Et donc c'est aussi contre ça que je me bats en essayant d'avoir des messages qui disent voilà, tant que tout le monde est consentant, tant que tu es bien toi dans ton corps avec toi-même, il n'y a pas de raison en fait de faire semblant pour coller à une image de femme, je ne sais pas, virginale, qui n'a aucun sens. Complètement, ouais. Et pour ajouter à ça complètement, moi, je suis fiancée avec quelqu'un, donc on va se marier. Donc ça fait longtemps qu'on est ensemble maintenant. Et j'ai couché avec lui dès le premier rendez-vous. Donc ça D'accord. veut vraiment rien dire. C'est-à-dire que si, faut aussi se dire que si je suis avec quelqu'un et que j'ai envie de coucher avec lui dès le premier rendez-vous et que lui trouve que je suis pas une fille bien juste parce que je fais ça. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette personne dans ma vie et de construire quelque chose avec lui, euh, une relation sur le long terme avec quelqu'un qui a cette construction sociale? Moi, j'en ai pas envie, en tout cas. Donc, je préfère qu'il me rejette. C'est très bien. Comme ça, on n'a pas, enfin, on est sur la même longueur d'onde. Mais il faut Ouais, aussi, voilà, considérer ça en tant que femme. C'est que s'il me rejette, évidemment, ça fait mal le rejet. Évidemment, mais s'il me rejette, est-ce que c'est aussi grave que ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, quoi? exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, donc c'est possible, mesdames, c'est possible. On n'a pas à prédestiner. Il y a des hommes qui comprennent et qui acceptent totalement ça, donc c'est totalement possible. Exactement, tout à fait. Et c'est plutôt ces hommes-là qu'il faut rechercher, en tout cas dans le cas de relations hommes-femmes hétérosexuelles. C'est vrai qu'il ne Exactement. faut pas culpabiliser de se dire ah oui, il a raison, en fait, peut-être que je suis ci, je suis ça. Non, en fait, s'il n'est pas capable d'accepter que tu aies aussi des désirs sexuels, on a un problème. C'est-à-dire que vos relations par la suite vont constamment être biaisées. C'est-à-dire que potentiellement ce partenaire a un problème même avec la notion de plaisir sexuel pour toi. Enfin, après, moi je trouve que ça peut ensuite on peut voir dans les relations au fur et à mesure des problématiques qui naissent de déjà cette base initiale qui était décalée en fait.
si tu as dû attendre 6 jours contre ton gré pour faire l'amour avec lui, pour lui donner une bonne image de toi, c'est déjà que ça, on part sur des bases mensongères. Donc, Totalement, ouais, totalement. D'ailleurs, il y a cette image, cette idée reçue qui est tenace, comme quoi les femmes ont moins de désir sexuel que les hommes. Est-ce que tu peux nous en parler? ah là là, On la connaît, celle-là. on la connaît bien celle-là. Euh, Bon, alors moi, ma conviction profonde déjà, c'est que c'est faux, hein, clairement. Euh, mais je pense que ça rejoint en fait ce qu'on disait au début, c'est-à-dire on conditionne les femmes en tout cas, à prétendre en avoir moins. Et, et si ce n'est pas une prétention, car peut-être que c'est possible, voilà, chez certaines femmes, mais comme chez certains hommes, en fait, tout le monde n'a pas le même niveau de désir sexuel dans tous les cas. Et en plus, ce désir varie selon les jours, selon le cycle, enfin bref. Donc en fait, avoir déjà moins de désir sexuel ou plus, ça n'a pas vraiment de sens parce que comme tout le monde a des variations toute l'année, toute la vie, tous les jours. Euh, mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où, prenons juste voilà, je vais même partir, reprenons juste le mythe religieux, reprenons la naissance de Jésus. Non, parce que Oui. j'adore cet exemple. Je ne parle pas que de sexe, j'ai une passion Jésus, même si je suis complètement athée. Mais si tu prends Jésus, on te donne quand même l'histoire d'une femme, sa mère, donc la Vierge Marie, donc qui est vierge. Donc elle a enfanté en restant vierge, parce que l'enfant vient du Saint-Esprit. Voilà. Donc à partir de là, où c'est un mythe fondateur d'une culture, c'est-à-dire on est dans les cultures chrétiennes, en fait, on donne en exemple cette femme qui a fait un enfant sain parce qu'en fait, il arrive sans aucun acte sexuel. Et en fait, pour moi, ça montre vachement de choses sur la perception qu'on a donnée aux femmes de la notion d'enfant monde arrive sans acte sexuel. Donc, Mhm. on lui a mis cet enfant dans le ventre et puis elle n'a pas de désir, elle n'a pas de désir sexuel, l'enfant est là, et en fait, pour moi, on peut retrouver, il y a plein de, je prends cet exemple-là, mais il y a plusieurs exemples comme ça. Tu vois que dans l'inconscient collectif qu'on nous a donné, on n'est pas censé avoir de désir. On n'est pas censé avoir de plaisir. Pendant longtemps, en France aussi, on a eu des mariages forcés. C'était pas la femme qui choisissait en fait avec qui elle allait être. Euh, et donc tout ça crée des constructions d'impression, en tout cas, que la femme aurait moins de désir. Et en plus de cela, comme je disais tout à l'heure, il y a un mythe de l'homme qui doit être plutôt chasseur, la femme doit être proie. Donc la proie, le principe, c'est la passivité. Tu n'es pas censé aller chercher l'homme. Il vient te chercher. Et donc, c'est lui qui a contrôle sur à quel moment est-ce qu'il est censé y avoir du désir. Et donc, en fait, je Mhm. pense que si on creuse comme ça, on va trouver plein de représentations qui appuient ce phénomène, alors qu'en fait, il est faux. Complètement, ouais, complètement. Parce que les femmes et les hommes sont tous les deux des êtres humains, jusque preuve du contraire. Et du coup, on a tous, on a tous des besoins et des envies sexuelles. D'ailleurs, je voulais te poser une question à ce sujet. Tu parlais au tout début du fait que le fait de réfréner ses besoins sexuels, ça, enfin, c'était assez mauvais et c'était quelque chose qui, même au niveau de la santé, ça pouvait avoir des effets, ce genre de choses. Enfin, c'est quoi les avantages d'avoir une bonne santé sexuelle finalement? Alors, oui, donc pour juste revenir un petit peu avant, Mhm. effectivement, on a tous et toutes une libido. Après, si on veut vraiment être sûr de ne pas exclure, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Et dans ce cas-là, on est du côté de la sexualité. Tu as vraiment des personnes asexuelles qui ne veulent pas, qui n'éprouvent pas le besoin d'avoir des rapports sexuels. Et de mon point de vue, c'est aussi une sexualité. C'est juste que, Mhm. voilà. Et d'ailleurs, c'en est une. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord, mais voilà, on peut avoir une sexualité sans rapport sexuel, sans avoir vraiment d'envie sexuelle, mais du coup, c'est une orientation sexuelle spécifique. Après, pour toutes les autres personnes qui ont une libido active et une sexualité active, effectivement, il n'y a pas
D'un côté, les hommes qui ont des désirs qu'on ne peut pas réfréner et des femmes qui sont complètement désintéressées par la sexualité. Mm. Je voulais juste remettre ça à plat. Ensuite, la santé sexuelle. Alors, je pense, comment dire, je ne pense pas. Imaginons que tu te réfrènes totalement, tu n'as jamais de sexualité avec ton compagnon parce que tu es gêné, etc. Je ne sais pas si ça va avoir un effet quelconque, on va dire, vraiment sur ton corps en matière d'un point de vue médical. Ça, je n'en sais rien. En revanche, je pense que d'un point de vue psychique, oui, parce que si tu as très envie de quelque chose, imaginons, euh, je sais pas, en fait, tu adores le sexe, voilà, en fait, tu es, complètement dingue de sexe, mais comme ton mec, ça ne supporte pas l'idée, tu passes ton temps à faire semblant que tu n'en veux pas. Je pense que psychiquement, ça peut créer des dépressions, déjà, clairement, parce que tu n'es pas du tout en accord entre ton esprit et ton corps. Tu fais quelque chose contre ton gré, alors que tu aimerais autre chose. Ensuite, une bonne santé sexuelle, c'est aussi avoir une sexualité qui est épanouie dans le sens où bah, tu fais des choses que tu désires. C'est-à-dire qu'il faut être dans le consentement. Donc ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que si toutes tes relations sexuelles semblent être ou vont du côté par exemple, du viol conjugal, je pense que c'est évident que là, on est dans le malaise sexuel total, on est dans la violence. Voilà, donc il y a énormément d'aspects en fait qui rentrent dans la santé sexuelle qui sont essentiels. Et dans la santé sexuelle, il n'y a pas que la notion d'épanouissement, en fait, elle rentre dedans. Parce que en fait, te sentir bien dans ton corps, dans ta sexualité, c'est aussi bien te sentir dans ta peau, parce que tu es en phase avec toi-même. Donc normalement, dans un cercle vertueux, les choses se passent mieux pour toi au global. Mais tu as aussi, bien sûr, toute la notion d'éducation sexuelle qui rentre dans la santé sexuelle. Donc, en fait, santé sexuelle, c'est aussi être au courant de quels sont tous les différents moyens de contraception, lesquels sont adaptés pour toi. C'est comprendre ton cycle menstruel, comment fonctionne la fécondité, les IST, les MST. Enfin, voilà, donc il y a énormément de sujets en vrai dans la santé sexuelle et reproductive, du coup. Et c'est important en fait d'avoir les moyens de s'informer dessus et d'y prêter attention. Maintenant, on ne connaît pas forcément tout, tous et toutes. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai encore des méconnaissances sur certains, peut-être moyens de contraception que moi, je n'ai pas utilisés. Donc, je connais en théorie, mais en pratique, est-ce que c'est bien pour mon corps ou pas, je ne le sais pas. Mm. Euh, Peut-être qu'il y a aussi des MST que je connais mal, etc. Donc, mais c'est important de tenter de s'informer et d'avoir une information accessible pour tous et toutes. Bien sûr, ouais. En tout cas, en France, je pense qu'on n'est pas trop mal loti par rapport à d'autres pays, mais il y a encore des efforts à faire. C'est encore un débat de parler de santé sexuelle à l'école. Enfin, voilà. Mais Mm. c'est des choses qui sont très importantes et même d'un point de vue, comment dire, physiologique, typiquement, avoir une connaissance réelle de son corps, ça permet aussi d'améliorer potentiellement son plaisir sexuel. Je dis ça notamment par rapport au sujet du clitoris. Et si je ne me trompe pas, la date où il a commencé à apparaître dans un manuel scolaire, c'était en 2007 pour la première fois. Et ce n'est qu'une seule édition. Donc, Oui. c'est clairement pas toutes les écoles. Donc, c'est quand même assez problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on a là une partie essentielle en matière de plaisir sur le corps des personnes de sexe féminin qui est complètement occultée. Donc, en fait, à partir de là, on peut comprendre aussi qu'il y a des difficultés chez les femmes à prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, on ne veut même pas nous montrer cet organe qui n'a pour fonction que ça. Et donc, très peu de femmes, et encore beaucoup de femmes en tout cas, qui ne le connaissent pas, parce que déjà, il y a des femmes qui ne peuvent pas se regarder. Enfin, bref. Donc, il y a encore beaucoup de choses à creuser. Et la santé sexuelle, c'est tout ça pour moi. C'est autant les maladies, autant la reproduction que de s'intéresser à son plaisir. Complètement. Ouais. Moi, je me souviens que dans toute ma scolarité, je parle que du collège et du lycée, j'ai eu 1 heure d'éducation sexuelle dans toute ma scolarité en France.
Et pendant cette heure, je me souviens très vivement de cette dame qui nous expliquait qu'il y avait des femmes qui atteignaient des orgasmes clitoridiens et d'autres vaginaux, ce qui aujourd'hui on sait qu'il n'est pas vrai. Et du coup, il y avait vraiment une méconnaissance là-dedans. Et de toute façon, 1 heure d'éducation sexuelle sur presque 10 ans d'études pour les enfants, c'est vraiment pas du tout assez. Et pendant cette heure, on parle pas du tout du cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe pendant les 28, enfin, après ça peut être plus court chez les femmes, mais les généralement 28 jours du cycle, on n'en parle pas du tout, quoi. Et enfin, c'est fou, il y a tout qui est complètement occulté. Ouais, tout à fait. Il y a, en fait, plus tu creuses et plus tu réalises les, les tabous, en fait, qui persistent. Et notamment, effectivement, les règles. Moi, pour te dire, j'ai écrit un article dernièrement là-dessus. C'est que ça fait 6 mois que j'ai téléchargé une appli pour suivre mon cycle menstruel. Et en fait, ça a juste changé ma vie. C'est-à-dire que j'étais consciente de beaucoup de choses, mais c'est vrai que mon cycle, je n'y prêtais pas grande attention. C'était un peu aléatoire dans ma tête. Je savais à peu près quand ça tombait, mais en fait, ça tombait jamais exactement juste. Donc, je me laissais toujours surprendre, même après 29 ans et 4 ans de, de sites sexo après. Et en fait, d'un seul coup, je me suis dit, en voyant l'effet qu'avait cette appli, et en fait, je me suis sentie beaucoup mieux dans mon corps, c'est-à-dire que mes règles, je les ai vues de manière beaucoup plus naturelle, avec quelque chose de, voilà, c'est l'ordre des choses, et en comprenant aussi, ah là c'est la période prémenstruelle, c'est pour ça que je me sens comme ça, là ma libido elle part en flèche, c'est normal, je suis en pleine période de fertilité, enfin d'un seul coup, beaucoup de choses font vachement sens et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'en fait, depuis petite, on n'apprend juste pas ça aux petites filles, mais aussi aux garçons en expliquant parce qu'en fait, il n'y a rien de grave. En fait, c'est juste comme ça que notre corps fonctionne. Donc, Mhm. et ça ferait beaucoup moins paniquer les petites filles, notamment quand les règles arrivent. En fait, si juste on expliquait dès la base, bah voilà, quand à peu près vers tel âge, ça va se passer comme ça, c'est normal, parce que si, parce que ça, enfin, de manière aussi simple, quoi. Et on ne se retrouverait pas, pour certaines, démunies ou en panique, ou même peut-être les parents, parfois ça peut les gêner d'en parler. Si tout le monde acceptait juste que c'est normal qu'on en parlait, même à l'école, bah, je pense qu'on se sentirait mieux dans notre corps aussi en Mhm. tant que femme. Et ouais, c'est très dommage. Mais bon, il y a encore du boulot. Après, les choses évoluent, mais il y a encore beaucoup de travail quand Complètement. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai téléchargé une application et moi, ça fait encore moins longtemps que toi, ça doit faire 3 mois. Donc, pour suivre mon cycle, j'ai même appris qu'il y avait des coachs en cycle menstruel. Il y a Ah oui? ouais, quelqu'un que j'aimerais interviewer d'ailleurs, une Française, je me souviens plus du tout son nom, qui a écrit un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle. Et en fait, elle aide les D'accord. femmes entrepreneuses à gérer leur masse de travail en plus de leur cycle menstruel. Et elle explique ce que c'est que le cycle. Et j'ai lu aussi un livre qui doit être enfin, dont le livre français doit être très très inspiré et qui s'appelle The Power of, je ne sais plus, Cycle, sûrement, quelque chose comme ça. Et du coup, dedans, là aussi, tout est expliqué. Et c'est aussi des coachs en cycle menstruel. Donc, comme quoi, il y a vraiment un truc tout autour qui est à gérer. Et il y a une méconnaissance qui est vraiment totale parce que si la douleur est tellement forte qu'on doit engager des coachs sur le sujet, c'est vraiment qu'il y a une méconnaissance qui est totale. Et vraiment, moi aussi, j'ai appris genre vachement de trucs. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire de cycle? C'est quoi un cycle? Qu'est-ce qui se passe pendant le cycle et pourquoi c'est si important en fait de le savoir? Bah, déjà c'est important parce que ça t'arrive tous les mois. Donc, Oui. tes règles pendant quasiment, enfin, jusqu'à ce que tu atteignes la ménopause. Donc, autant me dire, tu as à peu près, je sais pas, peut-être 40 ans de vie avec ces règles qui arrivent. Donc, c'est vrai que c'est quand même dommage de penser que c'est un truc un peu magique dont on ne sait pas quoi faire. Et je voulais juste, par rapport à ce que tu viens de dire avant de poursuivre, c'est qu'il y a une méconnaissance en France et ce qui moi, me terrifie, c'est souvent de voir aussi dans d'autres pays du monde où on en est encore avec des filles qui arrêtent l'école parce qu'elles ont leurs règles, parce que personne ne sait comment gérer ça,
qui se retrouvent à devoir aller dans des campements, je ne sais pas où, hors de la maison, parce qu'on estime qu'elles sont impures pendant ce temps-là. Enfin, c'est quand même, la méconnaissance des règles a des effets négatifs sur beaucoup de filles et femmes dans le monde qui peuvent se retrouver déscolarisées. Enfin, en fait, ça crée des discriminations, quoi. Donc, c'est quand même assez terrible qu'un élément comme ça naturel crée des discriminations. Voilà. Complètement. Donc, ensuite, pour revenir donc sur les règles, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a nos règles. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a notre. Je vais faire de manière très vulgarisée, parce que je ne connais pas les Ah oui. termes toujours scientifiques. On a nos règles qui arrivent parce qu'en fait, on a notre corps, donc dans le système des personnes de sexe féminin, qui en fait se met en place pour accueillir un potentiel enfant. Voilà. Et donc, à ce moment-là, du coup, on va avoir tout notre système intérieur qui va se mettre en place pour ça. Oula, attends, j'arrête un peu, mais je me fais réflexion. Il y a beaucoup de bruit chez moi. Je ne sais pas pour ton podcast. Non, mais ça va être très bien, t'inquiète pas. Ils ont Il y a des portes qui claquent, il y a plein de trucs. Bon, ok. Ça va aller. Et donc, voilà. Donc, du coup, on va avoir tout ce système en nous qui va se mettre en place. Et la période de l'ovule, pof, pof, pof. Est-ce qu'on est prêt à accueillir le bébé? Nanana. Et en fait, quand le système se rend compte qu'il n'y a pas eu d'ovulation, il n'y a pas eu de spermatozoïde pof, qui rentre dans l'ovule pour faire un bébé, en fait, on va avoir du coup, notre ovule, ça va éclater et ça va faire ressortir du sang. Et en fait, c'est comment dire, on va dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'endomètre. L'endomètre, oui. Donc, cette zone qui est censée exactement accueillir l'enfant dans notre utérus va en fait faire relâcher tout le sang. Et c'est ce sang, du coup, qui va donner les règles. Et en fait, tout le cycle, donc c'est plutôt 28 jours généralement le cycle menstruel, mais ça peut être plus ou moins. Et en fait, tous les mois, le système se remet en place. Blablabla, est-ce qu'il y a un bébé qui vient? Non, pas de bébé. Ok, il n'y a pas besoin d'accueillir. Donc, toute la poche qui s'était construite pour pouvoir l'accueillir éclate. Et du coup, le sang coule pour libérer en fait le surplus qui n'est pas nécessaire. Voilà, je l'ai fait de manière très vulgarisée. Je suis très mauvaise en explication, mais c'est ça l'idée. C'était très bien. Et du coup, pendant ce cycle, on a des sautes d'humeur et des moments où on se sent systématiquement plus énergique que d'autres, et des moments où on est bien et des moments où on n'est pas bien. Et est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que ça s'explique chez tout le monde? Est-ce que voilà. Alors effectivement, donc après ça dépend des femmes, mais c'est vrai qu'il y a une période avant l'arrivée des règles, plutôt sur 3-4 jours, avant qu'on appelle, enfin c'est la période de syndrome prémenstruel Mhm. qui a été établie, on va dire scientifiquement, où potentiellement, voilà, on peut avoir un moment de gros blues, se sentir super mal, être tout de suite hyper irrité pour plein de choses, être hyper fatigué. Enfin, ça peut prendre plusieurs variantes, avoir mal à la tête, avoir mal au ventre. Enfin, le système digestif fonctionne pas. Enfin, il y a plusieurs possibilités en fonction des personnes et qui peuvent aussi être altérées en fonction aussi de ton quotidien à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as un gros examen à passer en plus à cette période-là, ça peut potentiellement être pire que si tu es en train de te prélasser à la plage au soleil. Donc, il y a aussi l'environnement extérieur qui peut jouer. Mais effectivement, si on ne se sent pas très bien avant ces règles, on se demande pourquoi est-ce qu'on est irritable, pourquoi machin. C'est pas que toi, c'est connu, c'est une période qui arrive avec plus ou moins de gravité chez certaines femmes. Après, pendant les règles aussi, ça peut arriver qu'il y ait des effets négatifs, qu'on se sente ballonné, etc. Et ça, pareil, ça dépend aussi des femmes. Il n'y a pas de règles justement spécifiques. Le cliché de ah là là, elle doit avoir ses règles, celle-là, pour être chiante, il est moyennement vrai, quoi. C'est-à-dire que Hmm. ça dépend clairement de ton corps, de comment il fonctionne, mais aussi de comment tu es dans ta tête à ce moment-là. Enfin, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Bien sûr. Et il y a d'ailleurs des clientes à moi qui m'ont dit, moi, j'ai pas de syndrome prémenstruel et j'ai jamais eu de crampes et tout va bien quand j'ai mes règles et tout se passe très bien. Donc,
Ça arrive aussi, hein. Oui, et puis Bon, ça c'est assez dépend rare, aussi mais oui. de ton moyen de contraception. Il y a des personnes qui, par exemple, ont une pilule qui est pas du tout adaptée pour elles, ou tout simplement la pilule est juste pas adaptée pour elles tout court, ou Mm. qui, parce qu'elles ont un stérilet, ça crée des saignements plus importants. Enfin, il y a aussi, la contraception peut influer, donc c'est pour ça que c'est important d'essayer, en tout cas, de comprendre, le mécanisme de son corps du mieux possible. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que c'est pas très grave si enfin, c'est pas un drame si tu es pas dans l'expertise totale de ce sujet, mais il faut que tu comprennes à peu près le mécanisme, que tu te dises pas ah là là, je subis complètement mes règles, je comprends rien à ce truc. Non, déjà, si tu as compris qu'il y a un cycle de à peu près tant de jours, que c'est parce que ton corps est censé accueillir un enfant qui met en place ce système, que comme il ne l'accueille pas, du coup, tu as tes règles, tu as du sang qui coule parce qu'il est en surplus. Déjà, si tu as compris ça, c'est déjà bien. Ensuite, si tu comprends que effectivement, tu peux avoir un moment où tu n'es pas bien dans ce cycle-là, parce que ça bouleverse quand même des choses en interne et que en plus, ton environnement social, si tu l'analyses un peu, peut aggraver les situations, aussi, tu es bien. Et ensuite, ça te permet aussi, bah, quand tu vas voir ton ou ta gynéco, bah, de pas subir. C'est-à-dire que quelque part, si vraiment ta pilule, tu penses qu'elle ne te correspond pas, bah, tu as potentiellement plus raison aussi, quoi. C'est-à-dire que le médecin, il est là aussi son métier pour faire pour toi. Mais ton corps, s'il réagit mal à un produit, il réagit mal. Et il faut savoir dire stop et essayer de trouver autre chose. Voilà, c'est ça Mm. aussi la santé sexuelle, c'est être capable d'écouter toi-même ton corps et son fonctionnement pour prendre les meilleures décisions possibles pour que ça aille mieux pour toi. Sachant Ok. que la croyance, en tout cas le sujet qui dit quand on a nos règles, on a forcément très mal, ça aussi, effectivement, c'est faux. Euh, Moi, par exemple, j'ai quasiment pas de douleur pendant mes règles. C'est vraiment très rare que j'ai des douleurs. Et d'ailleurs, maintenant, on commence à expliquer que avoir très très mal, c'est-à-dire la douleur qui te tord, c'est pas normal, c'est une maladie. C'est-à-dire Mm. que ça veut dire que tu as atteint d'endométriose. Et donc, on parlait de l'endomètre tout à l'heure, donc ça veut dire que là, tu as un problème à ce niveau-là, avec des parties de ton endomètre qui sont à plusieurs emplacements dans ton corps. Et là, tu as des vraies douleurs et c'est une maladie et ça se traite. Mais et dans ce cas-là, il faut consulter. Mais normalement, les règles ne te mettent pas dans une douleur. Si c'est vraiment ça, il faut aller. Voilà. Mm. Oui, exactement. Et c'est bien de le rappeler. Justement, connaître sa santé sexuelle, connaître son cycle, connaître tout ce genre de choses, c'est aussi pour éviter que ben, on ait une maladie et qu'on ne s'en rende pas compte et qu'on en souffre pendant des années et qu'on ne soit jamais diagnostiqué. Donc, à partir du moment où on a Exactement. une bonne connaissance de soi-même, on peut aussi expliquer un peu mieux aux médecins ce qui se passe dans notre corps, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des contraceptions et du fait de trouver une bonne contraception. Si vous tombez sur un gynécologue ou une gynécologue qui refuse de vous changer de contraception ou refuse d'écouter vos symptômes ou ce genre de choses, ça n'est pas parce que Mhm. c'est le gynécologue de la famille et que ça fait 10 ans que vous le connaissez qu'il faut absolument aller le voir. C'est possible de changer de gynécologue, c'est possible de changer de médecin. Il y a aussi des sages-femmes qui sont très bien. On n'est pas obligé d'aller voir un gynécologue pour ce genre de choses. On peut aussi aller voir des sages-femmes pour les suivis. Donc voilà, il y a plein de solutions qui sont possibles et on n'est pas obligé de rester coincé dans son propre problème, quoi. Mhm. Tout à fait. Voilà, donc c'est une bonne chose à dire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'aurait pas parlé, dont tu voudrais parler? Euh, Bonne question. Non, mais je pense que je pourrais juste ajouter que voilà, qu'on soit au début de sa vie sexualité ou qu'on ait déjà plusieurs années d'expérience, enfin, quel que soit l'âge, en fait, la sexualité, c'est un apprentissage en fait de tous les jours aussi. C'est-à-dire on a tendance à se mettre beaucoup la pression sur la sexualité, à se demander est-ce que je suis assez bonne, est-ce que je fais les choses bien, est-ce qu'elle a joui, est-ce que
que je s'use bien? Enfin, je sais pas, voilà, tout le monde se met beaucoup la pression, les hommes comme les femmes. Et je pense qu'il faut un peu relâcher cette pression-là. En revanche, il faut avoir conscience que c'est quelque chose qui évolue avec le temps et qui demande aussi quelque part un effort. C'est-à-dire qu'on est dans une relation à deux, donc la personne en face de toi, elle n'a pas forcément exactement les mêmes désirs que toi, elle fonctionne pas forcément pareil que toi, et c'est pas qu'une question d'hommes et femmes, même entre deux femmes, entre deux hommes. Toi, tu peux aimer d'une certaine manière, l'autre plutôt d'une autre. Il faut arriver à trouver ensemble le terrain d'entente pour que les deux prennent du plaisir et que ça apporte à la relation. Parce que ça apporte à la relation au global aussi. C'est pas juste le sexe pour le sexe. Et donc, ça demande d'être à l'écoute de l'autre, ça demande d'être à l'écoute de soi. Il faut essayer de se comprendre soi, de comprendre ses fantasmes. Moi, je recommande toujours de se masturber parce que ça permet de savoir, de connaître toi ton corps par toi-même sur ce qui te fait du bien. Et si toi tu sais pas en fait ce qui te fait du bien, l'autre va difficilement le deviner. C'est-à-dire que tu peux tomber sur quelqu'un qui, voilà, hein, il va te comprendre, voilà, et donc il va te faire découvrir aussi des choses, mais il faut aussi que toi tu puisses apporter, quoi. Donc cette passivité dont on parlait tout à l'heure, qui touche plus les femmes, c'est, c'est, je pense qu'il faut aussi que les femmes prennent conscience qu'elles ont un effort à faire là-dedans. Bien sûr qu'il y a il y a des siècles d'enfermement et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on est dans une autre phase où, OK, on met un peu ça derrière, et maintenant que la parole se libère, il y a un effort à faire. L'effort, il peut pas être demandé qu'aux hommes. Complètement, ouais. Il faut qu'ils le fassent, cet effort d'écouter les femmes, voilà, de comprendre qu'elles ont aussi des désirs sexuels, qu'elles ont une sexualité active, etc. Mais du coup, les femmes elles-mêmes doivent prendre en main leur sexualité. Il faut que les deux marchent ensemble. Sinon, en fait, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que si les mecs essayent et que derrière, ils se retrouvent toujours face à des nanas qui prennent pas d'initiative, qui savent pas expliquer aussi ce qu'elles aiment, qui vont simuler, comme il y a souvent le mythe de la simulation au lit. En fait, non, faut pas simuler. Voilà, tu simules pas. Si t'as pas de plaisir, t'as pas de plaisir. Faut le faire comprendre. Et puis, il faut dire, il faut essayer de le dire. Et il faut aussi qu'en face, le mec soit capable de l'entendre et se braque pas parce que sa nana lui dit, attends, fais pas comme ça. Viens, on fait plutôt comme ça. C'est normal. Et même quand ça marche bien dans ta sexualité avec quelqu'un, ça arrive. Tu vas avoir un moment où tu n'as pas envie que ça se fasse comme ça. Il faut le dire et c'est pas grave. Il faut chacun oser apprendre de l'autre. Et dans les deux cas. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est très, très important de transmettre ce message-là. Et, euh, et de faire attention à pas transmettre des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que le fameux je dis non pour dire oui, Faites pas c'est ça. un truc mais se mettre les mecs dans leur tête, clairement. Faites pas Mais ça. attention aussi aux nanas à pas trop se conforter dans l'idée de jouer la proie aussi. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée parce qu'on doit tous et toutes se remettre en cause. Donc, on ne peut pas juste les uns les autres se pointer du doigt. Et ça demande à tout le monde de réinterroger en fait les clichés qu'on a et qu'on a intégrés nous-mêmes dans nos attitudes. C'est-à-dire que typiquement, je vais un peu dériver, mais moi, ça fait depuis pas très longtemps que je découvre que je peux aussi avoir une attirance pour des nanas. Et en fait, je suis complètement perdue dans le rapport. C'est-à-dire que moi qui te disais au début que justement dans la relation avec les hommes, je suis plutôt active, etc. Bah, je me suis rendu compte que j'avais une forme de passivité parce que face à une nana, bah, je suis hyper perdue parce que justement, elle n'a pas forcément ce rapport de chasseur que l'homme a, qui fait que finalement, ça te demande pas tant d'efforts que ça de répondre à la séduction d'un homme parce que il active les devants de manière assez virulente facilement. Il y a juste à répondre. En fait, rien que répondre, déjà, ça me traumatise, si tu veux. Donc, alors que je perçois qu'avec une autre femme, on va plus être dans un réel échange de séduction et du coup, ça peut être perturbant parce que tu as l'impression d'avoir beaucoup plus besoin de prendre les devants. Et donc, ça m'a interrogée moi-même sur la forme de passivité que j'ai eu aussi avec les mecs en pensant être super active. En fait, le rapport est construit dans cet actif-passif, donc il est très dur d'en sortir.
Et voilà. Et je pense que déjà, en avoir conscience, ça va permettre à chacun et chacune d'agir avec ça. Exactement, ouais. Il faut se connaître d'abord et ensuite communiquer qui on est à l'autre. Et ensuite, si l'autre nous rejette, trouver quelqu'un d'autre. Si l'autre si l'autre nous comprend, le garder et continuer cette communication C'est qui ça. devrait être. Ne pas avoir peur de dire il est pas intéressant. C'est pas parce qu'il a des yeux bleus et qu'il kiffe les yeux bleus que qu'il est avec un mec qui sera toxique pour toi ou même avec Exactement. une nana, hein, parce que comme j'ai quand même le pendant d'avoir beaucoup de lecteurs hommes, je découvre aussi certaines choses. C'est-à-dire que il peut aussi avoir des mecs qui, par exemple, vont avoir le fantasme d'avoir du sexe anal avec leur femme, pour eux, et qui savent pas comment le transmettre parce que justement, bah, leur nana elle est aussi bloquée dans un schéma de l'homme pénétrant, femme pénétrée, et si toi t'aimes te faire pénétrer, ça me dégoûte, t'es pas viril. Enfin, donc il y a aussi, c'est des deux côtés, faut arriver à décoincer ça, à sortir un peu des préjugés. On n'est pas obligé de tout aimer, mais juste Mhm. accepter d'écouter les envies de l'autre sans jugement. Et c'est pas Exactement. facile pour tout le monde. Et Mm. oui, accepter les demandes de l'autre et accepter soi-même de pouvoir avoir des demandes, quoi. C'est ça, exactement. Mm. Ok, Ne pas avoir super. trop de tes fantasmes. Gros sujet. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Dernière question dont on a parlé un peu plus tôt. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander et qui serait susceptible d'accepter une interview avec moi? Oui, Oui. je pense bien. Bah écoute, moi j'ai envie de te recommander un homme du coup. Oui. J'ai envie de te recommander Adam du site Nouveau Plaisir. Mhm. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir un homme qui teste des sextoys. Son site est un site, il y a des recommandations sur la sexualité très précises. On parlait de santé sexuelle tout à l'heure, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Mais surtout, il y a une grosse expertise de test de sextoys qui teste pour lui-même avec des femmes, avec, voilà, tout type de sextoy et c'est très précis, c'est très précis. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec lui, c'est qu'il a écrit un livre qui me semble encore accessible gratuitement sur son site pour parler de l'orgasme prostatique. Donc Hmm. l'orgasme prostatique, c'est donc l'orgasme des hommes via la voie anale. Euh, et donc la prostate, on appelle communément ça le point P même, pour faire référence au point G des Hmm. femmes. Donc qui sera un peu le point de l'orgasme ultime des hommes et qui est très tabou. Et voilà, et donc il en parlerait beaucoup mieux que moi, il est assez fier de ça et je trouve que ce sera intéressant Bah, qu'il puisse super. aborder ça parce que c'est une façon de décomplexer et d'enlever des tabous et, euh, et de démonter un peu les clichés de la virilité masculine aussi. Hmm, complètement, oui. Non à la masculinité toxique. Ça fait du bien à tout le monde. Bah, écoute, Tatiana, Exactement. merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir été aussi honnête sur toutes ces questions de sexualité parce que finalement, il y a peu de voix finalement sur le sujet, notamment en France. Donc, merci, c'est super gentil. Je mettrai tous les liens de Tatiana dans la description vers Déculotté, vers s'il y a des pages Facebook, des Instagram, tout sera dans la description. Et puis, bah, je te dis à très vite. Eh bien, merci à toi. Merci. C'était Allez, un plaisir salut. pour moi. Salut.